Allez, c'est le moment de reparler d'union de la gauche. Once again, on va parler de cette fameuse union de la gauche. Un cadre unitaire pour 2027 ou pas? Pourquoi? Parce que la primaire de la gauche a une date. Le 11 octobre, il y aura cette fameuse primaire de la gauche et des écologistes, organisée par le groupe écologiste principalement. Donc là, c'est officiel, il y a une date, il y a des modes de candidature pour essayer de faire cette grande primaire de la gauche. Problème, l'idée de cette grande primaire de la gauche, c'était de faire une grande primaire de la gauche en vue d'avoir une candidature unique. Sur le papier, on peut se dire, à la limite, pourquoi pas? C'est pas forcément complètement con. Si vraiment il y a quelqu'un qui est hégémonique à gauche, bon bah à ce moment-là, on fait une grande primaire, il y aura un seul candidat et basta. Le problème, c'est que c'est complètement hors de propos vu la réalité concrète du paysage politique et de la gauche française, vous voyez? En gros, c'est quoi? C'est soit on va du côté LFI, soit on va du côté PS. Faut choisir un peu. On peut pas allier les deux en même temps. Et il y a un truc qui reflète très très bien ça, c'est qu'il y a une partie du PS qui est contre la primaire, Place Publique est contre la primaire, et LFI aussi est contre la primaire. Donc quand il fait une primaire de la gauche, ça aurait pu être, si ça avait été fait dans les règles de l'art, on peut imaginer, dans tous les cas ça aurait été impossible à faire dès le début, enfin, c'était mort dans l'œuf cette histoire. Mais dans l'idée, ça aurait été faire une seule primaire de la gauche, avec tout le monde, et on aurait pu décider de quelle est la ligne majoritaire à gauche, plus la ligne LFI, plus la ligne PS, ou une ligne entre les deux, et après avoir un candidat unique ou je sais pas quoi. Dans l'idée, c'est ça qui aurait dû être fait. La primaire de la gauche qu'ils appellent aurait juste dû trancher cette question de quelle ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, en fait, elle fait pas ça. Parce qu'il y a déjà deux lignes, et les deux lignes sont en mode, mais je veux pas m'associer avec l'autre. Et c'est normal, il y a aucune raison d'avoir une alliance entre le PS et LFI. Il y a aucune raison d'en avoir une. Ils ont deux lignes qui sont trop différentes. Il y aura pas d'union entre les deux. Et donc, du coup, ces unionistes qui font une primaire, ils sont dans un espace qui est juste entre les deux, et ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien. Enfin, qui vote? Normalement, c'est tout le monde qui peut voter. Je sais plus exactement. Voilà, la vraie gauche et la fausse gauche, tout à fait, on peut dire ça comme ça. Quand je dis la gauche, c'est dans le cadre de la gauche type NFP, etc. Effectivement, le PS, ils n'ont pas l'intention de mener une politique vraiment de gauche, on est d'accord avec ça. Mais bref, voilà, c'est pour pouvoir discuter entre nous, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc du coup, tout ça pue un peu la merde, hein. Ça mène à rien cette histoire. Mais ils vont quand même faire leur primaire jusqu'au 11 octobre et voir ce qui se passe. Oui, voilà, c'est le truc des noisettes, ils sont pris dans un espace politique qui ne marche pas. Effectivement. Donc on va lire cet article de Mediapart, je pense que c'est pas mal, de Pauline Groul. Pour voir un peu ce qui se passe. Et en fait, il y a déjà des trucs. Je n'ai pas lu l'article, mais je me suis un peu intéressé au sujet, on va dire. Il y a déjà des signaux dans la forme que va prendre cette primaire et dans qui la soutient ou pas, qui nous amènent à penser que ça va ne mener absolument nulle part. Voilà, notamment côté PS, côté LFI, côté PCF, etc. Voilà. Donc c'est parti, on va lire l'article bien tranquillement, puis ce sera l'occasion de discuter un petit peu de ça, même si j'ai l'impression qu'on a fait le tour de 1000 fois du sujet en vérité sur l'union de la gauche ou pas. Mais ce sera l'occasion d'en parler. Moi, j'ai pas forcément exactement la même vision de ça que certains autres dans le chat, donc voilà quoi. Allez, malgré les pesanteurs du PS, la primaire de la gauche amorce son décollage. Les partisans d'une candidature commune à la présidentielle ont annoncé la tenue d'un vote le 11 octobre pour départager les candidats. Mais entre les réticences des cadres socialistes et les lourdeurs du processus de désignation, l'incertitude demeure. Une date butoir, une page web encore rudimentaire dédiée et un objectif chiffré de participation. Bon an, mal an, la primaire du Front Populaire 2027, qui ambitionne de désigner un ou une candidate commune de la gauche non mélenchoniste à la présidentielle, continue de se frayer un chemin à travers les éléments déchaînés de la politique française. Donc oui, ils disent gauche non mélenchoniste, pourquoi? Parce que de fait, il n'y a pas Mélenchon dedans. Et gauche non mélenchoniste, c'est un assez bon terme pour désigner tous ceux qui ne sont pas à LFI, parce que c'est quand même une énorme partie de la gauche, la France Insoumise. C'est même le cœur battant de la gauche actuellement, il faut arrêter de se voiler la face par rapport à ça. Voilà. La gauche évolue et force est de constater que la gauche, c'est plutôt LFI qu'autre chose aujourd'hui. Voilà. Quoi qu'on pense de la France Insoumise, mais moi j'en pense plutôt du bien. Ce 24 janvier, ses principaux instigateurs et instigatrices, Clémentine Autain, Marine Tondelier, Olivier Faure et François Ruffin, et c'est là où le bas blesse. Olivier Faure, qu'est-ce que tu fais là, frérot? Choisis ton camp. Il est tout le temps en train de faire l'équilibriste, lui. Non, moi je suis pour l'union de la gauche, mais en même temps, je reste dans mon parti à prendre les mêmes décisions que ceux qui sont contre la primaire, ça n'a aucun sens. On pensait qu'il s'était mis d'accord avec l'aile droite, entre guillemets, du PS, donc les Hollande et compagnie, sur tout ce qui est un peu budgétaire, mais là, par contre, il veut encore faire l'union. Mais lui, il veut faire l'union sans Mélenchon, alors que les autres, qui sont à la primaire populaire, ils sont en mode genre, non, que tout le monde vienne, y compris Mélenchon, y compris la France Insoumise. Donc c'est pour ça que ça part très très mal, quoi. C'est que même en tant que ceux qui représentent la primaire populaire, ils sont pas tous d'accord. C'est-à-dire que le PS, ils veulent faire la primaire populaire, et les filles en seraient exclues, et les écolos, et tous les autres, ils veulent faire une primaire populaire pour tout le monde. Donc rien que ça marche pas. Je veux dire, par rapport au PS, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Voilà, pour moi, le projet est mort dans l'œuf, ça va ramener à... Voilà. Au mieux, ça mènera à une troisième candidature. Voilà. Au mieux, il y aura déjà 2 candidatures à gauche, ils vont en amener une troisième. Mais franchement, s'ils font ça, ils sont vraiment cons, je pense que ça ira jusque-là. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire à la fin? Pas grand-chose. Hein.
Ils vont peut-être faire beaucoup de bruit pour au final rallier une des deux candidatures déjà existantes s'ils sont vraiment unionistes. Et moi, c'est ce que je dis depuis des mois, où normalement, il y aura une candidature type PS, type place publique. Ils le disent, on le sait. Il y aura une candidature LFI. Ils le disent, on le sait. Ces deux lignes qui sont très différentes, ces deux candidatures qui sont légitimes, il n'y a pas à avoir moins que ces deux candidatures-là. Si on croit un peu en la démocratie, au bout d'un moment, voilà, il faut que les idées soient représentées. C'est pas uniquement du calcul pour tenter d'atteindre le second tour et le gagner. Il faut aussi qu'il y ait des idées derrière. Sans ça, c'est pas très démocratique finalement. C'est un peu un simulacre d'élection. Après, on peut prendre la stratégie en compte, évidemment. Mais la stratégie est déjà prise en compte parce qu'il y a les mécanismes de vote utile qui sont très très puissants. Bref. Donc voilà, au bout d'un moment, il y aura ces deux candidatures-là. Il n'y aura pas moins de deux candidatures. Ça paraît évident. Donc soit vous en rajoutez une troisième, soit vous choisissez à qui vous apportez votre soutien. Pour moi, c'est ça qu'ils doivent faire les unionistes. Sans ça, je vois pas ce qu'ils vont faire. Vraiment, je vois pas ce qu'ils vont faire. Et là, quand tu vois comment c'est parti, justement, et moi j'aimerais bien qu'il y ait un cadre unitaire avec LFI dedans. Cette fameuse unité, union de la gauche autour de la ligne de rupture. C'est un peu comme ça qu'était présenté la NUPES et le NFP d'ailleurs. Voilà. Et ça, par exemple, il y en a certains dans le groupe écologiste, voire au parti écologiste, comme Sandrine Rousseau, elle est sur cette ligne-là. Elle est en mode je suis unioniste, mais pas à n'importe quel prix. Je veux pas être unioniste avec Raphaël Glucksmann, faut y aller à la ligne de rupture, quoi. Voilà. Ça n'existe pas. De quoi? Attends. Mais où la démocratie dans les élections internes des partis, c'est surtout ça la question? Bon, ça dépend. C'est un processus qui, de fait, est plus démocratique que le fonctionnement de la LFI, hein, mais c'est pas forcément un problème, ça. Je veux dire, c'est pas ça que je veux dire. Bon, on s'en fout. Allez, on continue. Du coup, c'est 24 janvier, ses principaux instigateurs et instigatrices, Clémentine Autain, Marine Tondelier, Olivier Faure et François Ruffin, avaient pris le train direction Tours pour enclencher la dynamique lancée le 3 juillet à Bagneux, sous le haut patronage de Lucie Castet. Le chef-lieu de l'Indre-et-Loire n'avait pas été choisi tout à fait au hasard. Théâtre du congrès historique de 1920, donc le fameux congrès de Tours, hein, c'est la naissance... Attends, congrès de Tours, c'est quoi? C'est la scission entre les communistes et les socialistes. C'est bien ça. C'est eu la scission deuxième troisième internationale. C'est le moment où la SFIO est née, quoi, le congrès de Tours. Et c'est parce qu'avant, ils étaient encore tous dans la deuxième internationale avec les communistes, et c'est le moment où la SFIO naît. Parce que c'est le moment où il y a les séparations entre socialistes et communistes, en gros, quoi. Oh, voilà, c'est ça. Séparation syndicat et parti de gauche, non? Non, ça c'est autre chose, ça c'est le... Comment ça s'appelle? Oh, j'ai oublié, je suis censé le savoir. Bon, j'ai oublié, je sais plus quoi. Amiens, la charte d'Amiens, c'est bien ça. Non, parce qu'après, il y a le congrès d'Épinay, mais ça c'est autre chose, ça. Ça c'est avec Mitterrand. C'est pour ça, j'ai confondu. Ok, le fameux congrès de Tours, la naissance du SFIO, ancêtre du Parti Socialiste. Ok, donc ils ont fait exprès de choisir ça, quoi. D'accord, c'est bien ça. Ouais, direction Tours. Théâtre du congrès historique de 1920, la ville a été, pile un siècle plus tard, reprise à la droite par une liste d'unions rouge, rose, verte, inédite, lors des municipales de 2020. Ok, de quoi rêver un scénario similaire, cette fois au niveau national en 2027? Ça m'étonne rien. Je pense qu'il y a des dynamiques au niveau national, on peut pas calquer les dynamiques locales là-dessus, quoi. Et ça, c'est un truc aussi, pas qui pose problème, mais là, la fin de la séquence parlementaire acte quand même au niveau national un divorce assez massif entre le PS et ce qui reste du NFP. Mais là, de fait, les écolos et le groupe communiste est plus côté LFI dans les décisions qu'ils ont prises à l'Assemblée parlementaire, à l'Assemblée nationale. Donc on pourrait se dire, ok, ça dessine peut-être un cadre unitaire à venir, mais il y a les municipales qui arrivent et qui vont bouleverser ça, on va dire, parce que les problématiques locales font qu'il peut y avoir des unions très différentes d'une ville à l'autre, et du coup, ça vient un peu brouiller les pistes sur un éventuel cadre unitaire, quoi. Voilà. Mais en tout cas, c'est sûr que les problématiques locales et les problématiques nationales, quand on parle d'union de la gauche et compagnie, les bad bulles 2027, par contre, dans le chat, vous allez éviter 5 minutes. Voilà. Pas chez moi. Vous faites ça ailleurs, là. Vos petits jeux là de gamins, trop rigolos, nanana. Vous faites ça sur des chats, mais pas sur le mien, s'il vous plaît. Moi, j'essaie de me respecter. Bref. Oui, voilà. Donc, un scénario similaire, cette fois au niveau national en 2027, bah non. Moi, je pense pas. Parce que là, on voit dès maintenant, par rapport au municipal, que c'est très différent ce qui se passe à l'Assemblée nationale et au niveau national de manière générale avec ce qui se passe aux échelles locales au pluriel, quoi. Voilà. C'est pour tenter de conjurer le scepticisme ambiant que plusieurs annonces ont été faites samedi lors d'une conférence de presse consacrée au déroulement du processus à venir. La date d'abord, l'élection du ou de la candidate commune, numérique et physique. Un bureau de vote sera installé dans chaque canton, y compris dans les Outre-mer. Et ce vote se tiendra le 11 octobre prochain. On a une date. Ok. L'objectif de mobilisation ensuite. Les organisateurs espérons qu'au moins 2 millions de personnes participeront au scrutin. La procédure de désignation enfin. Chaque candidat ou candidate devra avoir rassemblé 500 signatures de maire pour prétendre à l'investiture. Un maire pouvant parrainer plusieurs candidats et candidates, ce qui permettra de parer aux candidats bidons et à la dispersion mortifère. Ok. Oups, pardon, monsieur dans la sauce, de quoi? Non, mais faites ce que vous voulez, mais moi je dis genre soutien critique à sa candidature. Moi je trouve ça. Bon. Bref. Quant aux modalités du scrutin,
Elles n'ont pas été officiellement annoncées ce samedi, mais selon nos informations, un vote de type préférentiel tiendrait la corde. Ce qui nous évitera de nous déchirer en direct, glisse un des organisateurs. Attends. Le vote préférentiel, c'est le truc où tu fais une liste, et après, tu as un système de points. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qu'avait fait la primaire populaire, c'est comme ça qu'il s'appelait là? Je me souviens plus. Non, c'était pas la primaire populaire. La primaire de la gauche, là. L'espèce de tentative de primaire, là, qui avait émergé en 2022. Ouais, le jugement majoritaire, c'est fait pas. C'est comme le jugement majoritaire, je sais plus. Ah. Mais bon, il y avait je crois que ça s'appelait la primaire populaire en 2022, et du coup, ils s'étaient retrouvés à dire ah bah, let's go, Taubira. Ils ont rajouté une candidature alors qu'il y avait déjà plusieurs candidatures. Donc c'était en mode pour faire l'union de la gauche, ils ont rajouté une candidature qui n'a même pas eu ses 500 parrainages et qui s'est retirée avant d'avoir ses 500 parrainages. Donc bon, voilà. Après, si ça avait été une vraie primaire de la gauche avec tout le monde qui y prend part, ça aurait pas été le même scénario. Mais là, force est de constater que ça commence à ressembler un petit peu à ce qui s'était fait l'année dernière avec la primaire populaire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que du coup, le mode de scrutin, ça sera le même, quoi. Et en fait, ce mode de scrutin, c'est pas mal. Au sens où, ah bah oui, ça paraît assez démocratique. Comme ça, tout le monde fait ses préférences. Il y a quelqu'un qui est certes la préférence numéro 1 de pas mal de gens, mais tous les autres le détestent, et bah du coup, il n'arrivera pas premier, quoi. Donc c'est un mode de scrutin qui est intéressant, mais où il y a une prime au centrisme, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu le moins pire qui va gagner, plutôt que celui qui a le programme le plus enthousiasmant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça pourrait être à la fin, c'est peut-être un peu le plus consensuel qui gagne, plutôt que celui qui porte les meilleures idées. Il y a un côté comme ça avec ce genre de scrutin, vous voyez? J'aime bien cette solution en vrai. Sur le papier, c'est très bien cette histoire de truc référentiel, et je pense qu'il y a certains scrutins où ça peut être intéressant de le faire. Mais là, un truc comme la fameuse union de la gauche qui aurait vocation à rassembler toute la gauche, y compris des gens qui ne sont pas sur la même ligne. Ils sont d'accord sur un truc, c'est nique l'extrême droite en gros, mais sur tout le reste, sur le programme économique, sur tout un tas de choses, sur la stratégie, ils sont vraiment pas d'accord. Une primaire comme ça, si elle avait rempli le rôle qu'elle veut se donner, ça aurait dû trancher aussi des questions politiques. Et trancher des questions politiques, trancher des questions de ligne, avec un scrutin de ce type-là, où il y a un peu une prime au candidat le plus consensuel, eh ben, il y a des chances pour que celui au contraire qui émerge, c'est celui qui ne tranche pas ses lignes. Et du coup, c'est très dépolitisant, et moi je trouve que c'est nul à chier, faut pas faire ça. Et donc voilà, encore un truc qui me fait dire que tout ça, ça risque très fortement de faire un gros prout. Oui, j'avais vu la vidéo de Science Étonnante sur les scrutins. Bah, c'était intéressant, il parlait justement de ce mode de scrutin. Donc, on peut aller explorer d'autres modes de scrutin adaptés à des élections diverses et variées. Moi, je suis vraiment pas contre ça, hein. Mais là, dans ce cas de figure, vu qu'il y avait quand même un peu d'éclivage politique à trancher, ça me semble pas être très adapté. Voilà. Bref, bien décidés à se prémunir des orages, les figures de la gauche rassemblées à Tours ont affiché samedi leur unité, mais aussi leur détermination à faire de l'aventureux pari d'une primaire de gauche sans Mélenchon et sans Glucksmann une réussite éclatante. Effectivement. Le pari me semble assez aventureux, hein. Voilà, alors c'est dit de manière très médiapartesque, très neutre, factuelle, etc. Mais oui, l'aventureux pari. Tout à fait. Moi, j'aurais dit l'idée bien foireuse, mais aventureux pari, ça veut dire à peu près la même chose. Voilà. En langage journalistique. Dans un contexte de percée fulgurant de l'extrême droite, je cite, « Nous n'avons pas le droit de ne pas ouvrir une perspective aux classes populaires, à la gauche ou au monde », a lancé Clémentine Autain, donc de l'après, ancienne LFI, avertissant sur le risque d'une gauche don't look up, restant inerte quand tombe l'astéroïde fatal. Bah moi, là, le truc don't look up, ça serait peut-être de dire... Quoi, ça fait du shitpost PCC? Vous êtes bien agité dans le chat aujourd'hui, hein, je trouve. Vous êtes bien agité. Vous faites ce que vous voulez, hein, mais bon. Je vois pas le rapport, en fait. Ah, mais c'est parce qu'il y a Rect. C'est parce qu'il y a Rect 709. C'est parce qu'il y a Rect 709 dans le chat, c'est pour ça. Le gros casse-couille Rect 909. Lui, quand il écrit pas des shitposts en boucle, avec 10 000 émotes en majuscule en permanence, il meurt, quoi. Je sais pas ce que tu fais de tes journées, frérot. Cringe un peu, hein. Bon, bref. Ok, on avance. Oui, donc je disais, moi, le truc Don't Look Up, il y a un autre truc de Don't Look Up dont on parle pas trop. C'est le côté, si tu pars sans programme ou avec une ligne totalement improvisée et que ton seul et unique programme face à l'extrême droite, c'est de dire votez pour nous plutôt que pour l'extrême droite. Ça, c'est une autre forme de Don't Look Up, en fait. C'est une autre forme de se voiler la face et ne pas tirer les leçons d'autres élections qu'il a pu y avoir. Si tu n'affiches pas un vrai contre-projet contre l'extrême droite, au mieux, tu recules pour mieux sauter. Au pire, tu perds. Je pense qu'il y a eu quand même pas mal d'élections. On peut commencer à avoir cette conclusion-là. Il faut un vrai contre-projet, il faut une contre-proposition. Parce qu'il y a une proposition de la part de l'extrême droite. Une proposition raciste, fasciste, nationaliste, autoritaire, tout ce que vous voulez. Mais il y a une proposition. C'est la seule proposition contre le projet que présente l'extrême droite, que parfois on appelle le contrat racial, etc.,
Et si la seule manière de lutter contre ça, c'est de dire votez pour nous plutôt que pour eux parce que eux c'est des fascistes, ça ne prendra pas. Il faut une contre-proposition à même de combattre l'extrême droite pour de vrai. Sans ça, c'est reculer pour mieux sauter ou c'est perdre directement. Vous voyez? Donc voilà, ce truc de primaire populaire là, ce truc de primaire de la gauche, ça me semble suffisamment dépolitisant pour me dire que c'est peine perdue. Si vraiment on veut vaincre l'extrême droite, ça ne sera pas fait de cette manière-là. Il faut que ça soit fait autour d'une ligne et d'une contre-proposition à même de faire reculer l'extrême droite sur le long terme, quoi. Vous voyez? Ouais, c'est la jurisprudence Kamala Harris un petit peu. Voilà. Bref, nous avançons inexorablement. Plus rien ne pourra nous arrêter, a abondé Marine Tondelier des écologistes. Il faut qu'on ait avec nous les gens. Faire de cette primaire une fête, sinon ce sera la défaite. A martelé François Ruffin, mais je me disais, mais c'est pas Marine Tondelier, ça c'est François Ruffin. Faire de cette primaire une fête, sinon ça sera la défaite, a martelé François Ruffin de Debout. Donc le nouveau nom du parti, c'était Debout, Picardie Debout, maintenant c'est devenu Debout. Voilà. Pourquoi ce que nous avons compris au municipal, nous ne le comprendrons pas à la présidentielle, a interrogé Olivier Faure, PS, en référence aux alliances d'union de la gauche qui ont fleuri presque partout en France pour le scrutin du mois de mars. De toute façon, quelle est la solution alternative, a-t-il ajouté dans une question qui s'adressait en réalité à ses propres troupes. Et pour moi, la solution, elle est simple, c'est il faut pile 2 candidatures de gauche. Là-dessus, je suis pas le seul à le dire. Je suis vraiment pas le seul à le dire. On est tous quasiment d'accord pour dire ça à gauche, enfin pas à gauche, mais on est sur la gauche internet, c'est un sujet qui est assez répandu. Je crois que la Pas du Team dit pareil. Pour moi, une seule candidature, ça ne marche pas parce que ça voudrait ménager la chèvre et le chou. Tu peux pas faire une candidature comme il le souhaite de Glucksmann à Mélenchon, ça n'a pas de sens politiquement. Ça n'a pas de sens. C'est 2 lignes politiques différentes, donc une seule candidature, pour moi, ça ne marche pas. C'est voué à perdre. 2 candidatures, ça me paraît être le nombre pile poil, parce que du coup, tu as les 2 lignes, et puis voilà. Ou alors, il faudrait que les 2 candidatures de gauche se bouffent entre eux et qu'à la fin, on se retrouve avec droite versus extrême droite. Bon, ok, mais à ce moment-là, tu fais plus rien. À ce moment-là, t'es en mode genre, de toute façon, l'extrême droite risque trop de gagner, et à ce moment-là, tu ne joues que selon les règles de l'extrême droite en permanence. Et c'est dépolitisant aussi. C'est pas à même de justement proposer ce fameux contre-projet. Par contre, si on a 3 ou 4 candidatures, là, ça commence à puer du cul, quoi. Voilà. S'il y a déjà une candidature type LFI, une candidature type PS, c'est largement suffisant, en fait. Les autres, prenez votre responsabilité et favorisez un cadre unitaire avec ceux qui sont de votre ligne, quoi. Et là, je m'adresse par exemple aux communistes, quoi. Rajouter une candidature Roussel en plus, bah ça, c'est anti-unitaire pour le coup. Sachant qu'ils sont sur une ligne. Normalement, le PCF devrait être au moins uni avec LFI sur les enjeux électoraux, ne pas fusionner les partis, ne même pas s'effacer forcément. Mais sur les enjeux électoraux, la logique les pousserait à être unis. Ils sont sur des lignes qui, historiquement, sont quand même proches, quoi. Voilà, et d'ailleurs, le PCF ne participe pas à ça. Donc, soit c'est que Roussel a envie de repartir, mais je veux dire, ça n'a pas trop de sens, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et à la limite, les écolos, alliez-vous avec le PS, ou alliez-vous avec LFI, mais vous n'allez pas pouvoir mettre une 3e candidature par-dessus. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Donc, le nombre optimum pour moi de candidatures, c'est 2. Parce que du coup, il n'y a pas d'éparpillement, de désunion de la gauche, on part pas à 5-6 candidatures qui se tirent entre les pattes, mais il y a 2 vraies lignes, donc il faut 2 vraies candidatures. Plus de 2, ça serait anti-unitaire pour le coup. Moins de 2, ça serait con, ça serait incohérent. Vous voyez? Donc le nombre pile poil qu'il faut pour moi, c'est 2. Et à ce moment-là, c'est ce que je dis depuis 1 an et demi quasiment, c'est décidez-vous là, les unionistes, à quel pôle vous vous ralliez, PS ou LFI. Pour moi, la question elle est là, quoi. Et justement, Olivier Faure, il continue à faire ce jeu d'équilibrisme, mais je me demande si c'est pas pour essayer de ramener vers lui les unitaires. Et que, in fine, à un moment donné, les écolos et tout ce beau monde, ils sont en mode genre, bah viens, on fait l'union de la gauche, on va le faire avec le PS, parce qu'Olivier Faure, il nous a plus dragué que Mélenchon. Mais au PS, la ligne Hollande et compagnie, ceux qui sont sur la ligne plus Glucksmannienne, etc., ils veulent pas de l'union, ils disent, on veut pas d'union, ça ne sert à rien. Donc Olivier Faure, je sais pas ce qu'il fabrique. Il essaie justement de ménager la chèvre et le chou dans son propre parti. Après, c'est une de ses caractéristiques principales à Olivier Faure de tenter de faire ça, j'ai envie de dire. Mais vous voyez, il y a un truc où ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas côté unioniste et ça ne fonctionne pas côté Olivier Faure, quoi. Donc, mais je pense que tout ça va se finir par se décanter, hein, de toute manière. Soit ils vont aller au bout de leur processus unitaire, mais du coup, ça va rajouter une 3e candidature et limite, voilà, dans la pré-présidentielle, on verra la décision qu'ils prennent. S'ils voient que leur truc décolle pas et qu'effectivement, ils rajoutent une candidature supplémentaire au lieu de faire l'union autour d'eux, peut-être qu'ils vont finir par se retirer, comme Taubira a fait. Taubira, elle a fini par abandonner, vous voyez. Où il y a même un monde où, je sais pas, ils se disent, bon, vu les dynamiques de campagne, soyons responsables, on va aller donner de la force à celui qui peut arriver au second tour. S'ils sont un minimum sincères, c'est ce qu'ils devraient faire. Voilà. Ou alors s'allier directement avec un de ces 2 pôles que je décris depuis tout à l'heure. Et là, ça aura du sens, quoi. Voilà. Ok. En tout cas, calquer des alliances sur des municipales, sur des échéances nationales, pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà. Ok. Mais après, moi, je tiens à redire, moi, je pense que effectivement, moi, je suis un peu un unitaire. Je suis pas un unioniste, je suis un peu un unitaire au sens où je pense qu'avoir un cadre unitaire, pas à n'importe quel prix, pas au prix de la compromission sur le programme, mais avoir un cadre unitaire autour d'une ligne de rupture, et voilà, moi je suis pragmatique, cette ligne de rupture c'est LFI, quoi qu'on dise, quoi qu'on veuille,
quoi qu'on pense de LFI, si on est de gauche et qu'on veut cette fameuse ligne de rupture, c'est LFI, point. Et donc moi j'aimerais justement ce cadre unitaire autour d'une ligne de rupture, comme Sandrine Rousseau elle veut par exemple. Moi je pense que ce serait ça le plus efficace pour se mettre bien pour 2027. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je m'arrête pas totalement d'être unitaire, mais juste je dis un cadre unitaire autour d'une ligne de rupture et au prix d'aucune compromission. Et du coup, ça pourra pas se faire avec le PS. Voilà, moi c'est ma ligne. Mais genre, moi j'aimerais bien idéalement qu'il y ait le NFP ressuscité, mais sans le PS du coup, qui a choisi sa voie. Il fait ce qu'il veut. Et voilà. Mais du coup, ça voudrait dire, de fait, vu la place de LFI au sein de la gauche française à l'heure actuelle, ça serait l'union autour de LFI finalement. Et vu que la personnalité de Mélenchon, pour beaucoup de ces unionistes, ça va être un frein à une éventuelle victoire de second tour, et ben ils veulent pas. Vous voyez? LFI PC quoi. Non, mais même les écolos un peu sincères. Pourquoi pas? Sandrine Rousseau et compagnie. Voilà. Mais Ribot, quand tu vois que même génération sur lesquelles tu bandes, alors dire que je bande sur génération, c'est pas. Voilà, c'est juste, je dis soutien critique à Benjamin Lucas, il tient à peu près la ligne. Qui disait sur une ligne de rupture de se présenter à cette primaire de con, c'est la dépression. Mais justement, cette primaire de con va mener nulle part. Et à un moment donné, justement, les générations, pour moi, ceux qui sont les Benjamin Lucas et compagnie, s'ils sont sincères dans leur unionisme, mon but, c'est un peu de les brosser dans le sens du poil pour dire faites une union autour d'une ligne de rupture pour arrêter de décevoir votre électorat. Justement, à voir la décision qu'ils vont prendre à l'issue de ce processus. S'ils décident tout ce monde-là de faire une troisième candidature, bah, qu'ils dégagent. S'ils décident de se rallier au PS, bah, je dis qu'ils dégagent. Mais pour quelqu'un comme Benjamin Lucas, typiquement, et cette ligne-là, les Benjamin Lucas, les Sandrine Rousseau, pour moi, ça peut être un point d'accroche pour justement dire mais oui, faites l'union autour d'une ligne de rupture comme c'était le NFP, venez avec nous. Voilà, pour moi, ça peut être des points d'appui pour faire ça. Après, il y a, je sais pas, il y a une chance sur 2, 3 chances sur 4, 9 chances sur 10, j'en sais rien, que tout ça fasse prout, qu'au final, tout ça sert à rien. Il y aura aucun cadre unitaire, ni autour du PS, ni autour de LFI. De toute manière, il y aura une candidature unioniste de con, en plus des 2 candidatures déjà préexistantes, et ça sera le bulldozer Mélenchon à la présidentielle. Il y a une bonne chance pour que ça finisse comme ça. Je dis pas. Mais moi, au lieu de me dire, de toute façon, ça sera comme ça et c'est pas autrement, je me dis, si on peut avoir une candidature gauche de rupture, LFI, avec quand même une forme de cadre unitaire autour, ça permet de normaliser un peu et dédiaboliser LFI, ce qu'ils essayent de faire dès maintenant, on va en parler juste après avec le truc des petits patrons, etc. Et de créer peut-être potentiellement les conditions d'un barrage républicain un peu plus large, qui serait à même peut-être, imaginons, de gagner un second tour. En fait, moi, j'essaie de jouer pour la win, les amis. C'est ça le truc. Là, je parle aux insoumis du chat qui sont vraiment anti-union par principe. Moi, je me dis, ok, j'essaie de jouer pour la win. Moi, je veux faire perdre l'extrême droite parce que la vraie gauche est arrivée au pouvoir. Et je me dis, c'est quoi les meilleures conditions? C'est quoi le chemin le plus, pour moi, serait le plus à même de le faire? Ça serait ce cadre unitaire autour d'une gauche de rupture. Mais il y a de bonnes chances pour que ça arrive pas. Mais je me dis, bon, rien n'est encore tout à fait plié. Donc, je vois des gens qui me semblent être des points d'accroche pour cet élargissement de la base LFI, dans des personnalités comme Benjamin Lucas, comme des personnalités comme Sandrine Rousseau. Donc, je me dis, bon, bah voilà. C'est pas juste je bande génération. Il y a une raison à tout ça. Voilà. Tu penses pas qu'ils font ça pour baiser Mélenchon à cette présidentielle? Mais franchement, il y en a, vous avez un niveau de lecture de tout. Genre, voilà. Mediapart, vous pensez pas qu'ils existent pour baiser Mélenchon? Benjamin Lucas et Génération, il n'existe pas pour baiser Mélenchon? Tout le monde existe uniquement pour baiser Mélenchon. Ça va! Ils ont le pouvoir de baiser Mélenchon, peut-être, exactement, en Ibakou. Genre, d'un côté, vous êtes en mode Mélenchon imperdable, il est trop fort, il va tous les niquer, il est trop balèze, il est ultra fort, et je suis assez d'accord avec vous quand vous dites ça. Et de l'autre côté, c'est en mode genre, Génération, ce parti à 3 députés va essayer de baiser Mélenchon. Ils vont rien faire du tout, stop, arrêtez d'avoir un seul prisme de lecture qui est tout le monde veut baiser Mélenchon en permanence. Oh, c'est fatigant à la fin. C'est fatigant. Moi, je suis d'accord avec vous au sens où je soutiens Mélenchon. J'ai voté pour lui en 2012, en 2017, en 2022. Si c'est bel et bien Mélenchon qui part à la présidentielle, c'est le mec qui porte les idées qui sont les plus proches des miennes. Donc je voterai pour lui et je ferai ma campagne. Pour cette simple raison, en fait. Moi, je suis quelqu'un de simple et pragmatique. La personne qui porte au mieux mes idées, je vote pour lui. Donc moi aussi, je soutiens Mélenchon. Mais juste au bout d'un moment, vous êtes un peu cringeos à tout voir uniquement à travers ce truc de citadelle assiégée, on fait bloc. Évidemment qu'il y a des trucs comme ça. Mais quand vous ne voyez plus que tout par ce prisme-là, il y a un moment donné, c'est fatigant, quoi. C'est fatigant. Voilà. Enfin, je veux dire, dans cela, il y a des gens qui étaient à LFI il y a encore moins de 2 ans, l'après. Et s'ils sont partis de LFI, c'est pas parce qu'ils portent, c'est pas vraiment pour des raisons de fond, c'est pour des raisons de stratégie, des raisons internes à la FI, etc., etc. Donc soit on se dit oh là là, c'est des revanchards ces gens-là, et en fait ils ont fait ça juste maintenant, ils veulent plonger la France dans le chaos juste pour baiser Jean-Luc Mélenchon. Moi je veux bien leur accorder peut-être une forme de sincérité, où il y a des gens qui sincèrement se disent si on veut battre l'extrême droite, il va falloir être le plus uni possible. Il y a plein de gens, même dans la population française, qui pensent ça. On peut être en désaccord, mais je veux dire, il peut y avoir aussi, y compris chez ces unionistes, moi je trouve que c'est une position qui est naïve, mais ils peuvent être un peu sincères dans cet unionisme-là, quoi. Voilà.
Sur l'antiracisme, il y a quand même une raison de fond. Oui, mais c'est une raison de fond qui est limite plus à dire est-ce qu'on met ça sous le tapis ou pas, quoi. Alors après, oui, je suis d'accord, Ruffin, c'était pas le plus chaud sur l'antiracisme. Effectivement. Mais bon, bref. Tout ça, c'est aussi un peu de la politique politicienne, quoi. Et moi, je trouve qu'il y a certains insoumis, genre... Rappelons-nous que c'est de la politique politicienne, quoi. Voilà. Raison islamophobie, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça qu'ils ont été jartés de LFI en l'occurrence. Voilà. C'est pas pour ces raisons-là. LFI a pas dit que c'était pour ces raisons-là, en tout cas. Bref, peu importe, on s'en fout. Moi, je l'après, de toute façon, Ruffin, ça dégage. Hein. Moi, je suis plus du tout ruffiniste. D'ailleurs, il a plus de buzz, il y a une raison. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais tenter de se dire peut-être qu'il y a des points d'accroche de LFI qui, dans le cadre d'une. Enfin, c'est juste que les insoumis, normalement, vous voulez que Mélenchon gagne la présidentielle. Vous êtes tous là à dire ouais, Bardella Mélenchon, on va le baiser en débat, il y a un monde où ça passe. Ok, mais à ce moment-là, donnons-nous les moyens peut-être de penser tout ça, quoi. Et pour moi, je sais pas pourquoi il y a une espèce de comment dire, où tout le monde se braque quand je dis peut-être qu'il y a moyen de trouver des soutiens pour élargir le socle de LFI dans le cadre de la présidentielle 2027 mais de le faire à une condition sine qua non, c'est pas de compromission sur le programme. Je veux dire, ça va là, la position, c'est pas de l'anti-LFisme, mais tout le monde se braque instantanément. C'est toi qui me braque en envoyant vos messages, alors je devrais juste continuer, quoi, mais je sais pas. Voilà. Ah mais non, je suis 100% d'accord. Ok. Bon, ça dépend des gens, quoi. Bref. Allez. J'en étais où? En tout cas, une chose est sûre, et on est tout à fait d'accord là-dessus. T'es tendu, Imo? Je viens de parler pendant 3 heures de nazi, j'étais très tendu juste avant aussi. Hein. Voilà. C'est vous qui me tendez, genre à chaque fois, c'est le même cinéma. J'en étais où? En tout cas, il y a une chose sur laquelle on est sûr, c'est que cette primaire, effectivement, mène nulle part. Voilà. Après l'annulation en catastrophe de la conférence de presse commune prévue, ça a été une petite déflagration, rapporte un participant, et une séquence budgétaire où Olivier Faure s'est affiché en pleine bromance avec Sébastien Lecornu, c'est le moins qu'on puisse dire, les inquiétudes se sont intensifiées cet hiver. Et si, après avoir joué la montre, le PS finissait par poser un lapin au Front Populaire 2027 ? Cela reviendrait à organiser une primaire du groupe écologiste à l'Assemblée. Ironie une écologiste, notant que François Ruffin et Clémentine Autain siègent dans le groupe de Cyrielle Châtelain, elle-même membre du parti de Marine Tondelier, 3e candidate déclarée. Donc oui, ce serait une primaire des écologistes à ce moment-là, ou du groupe écologiste, sachant que le PCF n'y est pas. Mais le truc, c'est qu'ils n'ont pas le PS dans leur primaire. Ils ont Olivier Faure qui essaye de faire le numéro d'équilibriste. C'est un très très bon équilibriste, Olivier Faure. C'est une très bonne anguille. Il arrive à dire tout et son contraire, on ne sait pas sur quel pied il danse. Jusque-là, ça marche très bien pour lui. Mais là, ça marche plus. Après ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, sachant que dans son parti, il y a des gens qui sont en mode mais la primaire, c'est une idée de con, nous on va y aller tout seul. Donc son numéro d'équilibriste, à un moment donné, il va se casser la gueule, Olivier Faure. Donc là, la primaire populaire, ils sont en mode ça va, on a le PS avec nous, donc c'est encore pertinent de le faire. Vous n'avez pas le PS, vous avez Olivier Faure en plein numéro d'équilibriste qui s'apprête à se casser la gueule. Vous êtes bête ou quoi? Oh là là. Une émission débat sur YouTube de Mediapart, oui, je vais la regarder. Mélenchon, si c'était lui. Tout à fait. Ok. Samedi à Tours, Olivier Faure a eu beau forcer sur les salamalek. Sur les salamalek? C'est quoi des salamalek? C'est comme salam alaikum? A beau forcer sur les salamalek, je ne me sens jamais aussi bien que quand je me retrouve mes camarades de la gauche unie. Le suspense reste donc entier. Ok, d'accord, c'est les fadaises. Ok, je connaissais pas ce terme. Je ne me sens jamais aussi bien que quand je retrouve mes camarades de gauche unie. Le suspense reste donc entier. Il faudra en effet attendre l'après-municipal et un vote interne des militants et militantes socialistes. Ah d'accord, ok. Pour entériner définitivement le processus du Front Populaire 2027. Une épreuve supplémentaire dans la course de vitesse qui s'est engagée à gauche avec d'un côté un Jean-Luc Mélenchon déjà en campagne, effectivement, on va en parler juste après, et de l'autre un Raphaël Glucksmann ayant promis de présenter un programme complet dès le mois de juin. Gros, Place Publique, tu l'as fondé en 2018, d'où t'as pas un bout de programme déjà, c'est insupportable. Voilà, sachant que Raphaël Glucksmann, il y a à peu près la moitié du PS qui est derrière Glucksmann et qui se disent bon, si c'est pas Glucksmann, on mettra un autre quoi. Ils sont sur la ligne Glucksmann, il faut faire une candidature de centre-gauche, un peu macrono-compatible sur les bords pour tenter de les gratter cet électorat-là et acter sa rupture avec le NFP. T'as la moitié du PS qui est sur cette ligne-là. Donc encore une fois, d'accord, peut-être qu'une clarification finale sera faite à l'issue du vote des militants et militantes socialistes. Mais bon, tout ça, ça fait beaucoup comment dire, ça fait beaucoup d'agitation pour un processus qui va faire prout, quoi. Voilà. Bref. De quoi? Déjà, le PS ont lâché Hamon et Royal, ils vont suivre un gars pas du PS. Comment ça? Ah, tu veux dire par rapport à la primaire? Mais non, jamais de la vie. Effectivement, le PS prend part à cette primaire. Effectivement, ils ont des anciens PS, ils les ont lâchés en mode cassez-vous, quoi. Voilà. Bref, le PS est devenu claqué au sol. Tu vois le mème avec les cosmonautes Always Have Been? Bah, c'est un peu ça. Hein. Voilà. Bref. Déjà aux prises avec ses opposants internes, à commencer par François Hollande,
qui prône avec d'autres la constitution d'un grand pôle social-démocrate pour attirer le centre-gauche et le centre-droit, c'est ce que je disais. Le premier secrétaire, Olivier Faure, doit en outre batailler avec son président de groupe à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud. Après avoir permis à Olivier Faure de remporter son congrès sur le fil l'an dernier, le député landais, on parle de Boris Vallaud, menace dorénavant de constituer une minorité de blocage et réclame l'organisation d'une primaire socialiste avant la primaire. Ouah, le bordel. Ok, donc Olivier Faure, il veut faire la primaire Union de la gauche sans LFI, alors que le groupe écologiste, ils veulent le faire avec LFI, mais de toute manière, LFI veut pas. À côté de ça, il y a la ligne, on va dire Nicolas Meyer-Rossignol, là, on va repartir des 3 plateformes qu'il y avait au dernier congrès du PS, qui eux, pour en mode, non, on fait ça avec Glucksmann et compagnie, et les centristes, cassez-vous avec votre primaire. Et à côté de ça, t'as Boris Vallaud qui cherche une troisième voie, un entre-deux. Faisons une primaire socialiste avant de faire une primaire avec toute la gauche. Et si jamais je peux bloquer Olivier Faure par rapport à ça. Il y a déjà eu une pré-primaire chez les écolos, c'est Tondelier qui a gagné. Oui, c'est vrai, il y a eu ça. Ah, il veut faire pareil. Il veut faire pareil chez les socialistes. En tout cas, il y a 3 lignes chez les socialistes. Ils viennent d'avoir leur congrès. Ok. Bon. Du coup, ça va mener nulle part, je sais pas quoi. Alors, il faudrait faire une primaire socialiste avant pour désigner le candidat socialiste à la primaire avec les socialistes. Mais sachant que la moitié du Parti socialiste, à peu près, ou 45%, serait contre la primaire de toute manière. Ça va mener nulle part. Pour moi, ça va mener nulle part. Sachant que, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, juste après les municipales, on est en présidentielle. Hein. Avril 2026, après l'élection municipale, ça sera la présidentielle. L'arc présidentiel va commencer. Vu les enjeux qu'il y a en 2027, il y en a qui sont d'ores et déjà en campagne. Hein. On le dira là. Ça là, vers un nouveau pacte avec les TPE-PME, ça s'inscrit dans la campagne des présidentielles 2027. Ils s'en cachent même pas vraiment hein, à la FI. C'est pas une critique, quoi. Vous voyez. Mais donc, ils s'y prennent un peu tard, je trouve. Ils s'y prennent un peu tard. Hein. Voilà. Tout ça va tellement faire prout. Je sens le prout arriver, quoi. Je sens vraiment le prout arriver. On était où Bref, on continue. Oui, la primaire. Et tant pis si le processus qui imposerait... Donc voilà, donc ça serait le processus réclamé par Boris Vallaud. Et tant pis si le processus qui imposerait alors 3 campagnes électorales au potentiel vainqueur, la première à l'intérieur du PS, la deuxième dans le cadre de la primaire interpartie et la troisième présidentielle, fait figure d'usine à gaz éreintante. C'est une question de démocratie, fait-on valoir dans le camp de Boris Vallaud, qui n'exclut pas lui-même de se présenter au scrutin interne. Alors oui, mais du coup ça fait beaucoup d'élections, quoi. Bon. En réalité, le non-dit de l'affaire est beaucoup plus prosaïque et a tout à voir avec les doutes grandissants des cadres du parti à la rose, quant à la capacité de leur premier secrétaire de gagner la primaire. Ah! D'accord, donc c'est pas qu'une question de démocratie. Vous imaginez le PS soutenir Tondelier si elle l'emporte? Même pas en rêve, s'exclame-t-on ainsi dans le camp Vallaud, où l'on pronostique que dans un tel scénario, l'histoire est déjà écrite. Une partie des troupes irait rejoindre illico les rangs de Raphaël Glucksmann et le parti de Jaurès, le PS du coup, serait condamné à une mort certaine. Ah, j'aime pas quand ils disent le PS, le parti de Jaurès. Ça, j'aime pas. Après, bon, voilà, ils ont dit le parti à la rose. C'est pas pour éviter d'écrire PS 30 fois. Mais le parti de Jaurès pour dire le PS, historiquement, c'est vrai, hein. Mais attends, mais non, mais du coup, le congrès de Tours, c'était après la mort de Jaurès. Ah ouais, pour moi, c'est un élément de langage socialiste de dire le parti de Jaurès. Jaurès, il est mort avant le congrès de Tours. Non, l'UMA pour dire le journal de Jaurès. Moi, je bosse avec l'UMA. Dire le journal de Jaurès pour parler de l'UMA, ok, le parti de Jaurès pour parler du PS. Le PS a été fondé 6 ans après la mort de Jaurès, quoi. C'est un peu faire parler les morts, j'aimerais pas trop. Voilà, pour l'humanité, il a littéralement fondé l'humanité, donc tu peux le dire. Mais bon. Ok. Bon, en tout cas, voilà, ça rejoint ce que je disais. Côté PS, ils veulent pas le faire, l'union de la gauche, quoi. Et donc, il reste quoi? Il reste Olivier Faure. C'est une primaire du groupe écologiste plus Olivier Faure, mais même côté Olivier Faure, c'est pas clair, quoi. Et bah. Donc, une hypothèse qui semble pour l'heure laisser de marbre Olivier Faure. Il y a des gens qui ne veulent pas, qui ne veulent participer à une primaire que quand ils sont sûrs de la gagner. Rétorque-t-il un haussement d'épaule, persuadé qu'il parviendra à faire accepter sa stratégie à son parti. Alors, Olivier Faure, j'ai envie de dire, il y a des gens qui ne veulent participer à des législatives que quand ils sont sûrs de la gagner. C'est un peu antidémocratique, ça. C'est littéralement la position du PS. Le PS n'a pas voulu censurer le Cornu, ne pas repartir en campagne, y compris avec le NFP, qui avait gagné les dernières législatives, qui aurait pu progresser. Ils sont en mode, non, on n'est pas sûr d'avoir une majorité absolue, donc on ne refera pas de législative. Donc, ok, à la limite, mais du coup, dis pas, il y a des gens qui ne veulent participer à une primaire que quand ils sont sûrs de la gagner. T'as fait exactement pareil avec les législatives, Olivier Faure. Ça va. Rétorque-t-il d'un haussement d'épaule, persuadé qu'il parviendra à, je cite, faire accepter sa stratégie à son parti. Mais le bras de fer est loin d'être gagné. Comme le rappelait quelques heures à peine après la conférence de presse Tourangelle, donc de Tours, un tweet assassin de Carole Delga, appelant les siens à être lucides et crédibles et à arrêter les petites tractations d'appareils. Ok, donc Carole Delga, qui est sur la ligne, on va dire, Hollando-Casneviste.
Et Hollando-Glucksmannienne, mais Cazeneuve aussi est sur cette ligne-là. C'est la ligne un peu de ce qu'on appelle les éléphants du PS, etc. La ligne nique l'Union, nous on s'en bat les couilles, et basta quoi. Carole Delga d'ailleurs n'avait pas pris part à la NUPES à l'époque. NFP, il y avait vraiment tout le monde dedans. Hein. Mais à l'époque de la NUPES, Carole Delga avait fait des candidatures socialistes dissidentes à la NUPES en Occitanie, parce que c'est la présidente de région Occitanie. Et voilà. Le PS de droite. Ouais, bah après avec ce chat-là, le PS de droite, je vais dire, oui, on va parler du PS de droite, et après ça serait en mode, ah ouais, le PS de gauche, il est de gauche? Bah non, le PS, c'est un parti de centre-droit, donc c'est bon. Après, personne n'est d'accord avec les qualificatifs droite-gauche. Donc je dis le PS, la ligne Hollando-Glucksmannienne, la ligne fort, c'est déjà très bien. Voilà. Repartons des 3 plateformes du congrès dernier. TOA, TOB, TOC, puis voilà. Ok. On était où? Mais le bras de fer est loin d'être gagné, oui, Carole Delga, le tout assassin. Allez, on finit l'article. Quand bien même Olivier Faure parviendrait à se dépêtrer de ses oppositions internes, le chemin s'annonce ardu pour les acteurs du rendez-vous de Tours. Il s'agit d'abord de maintenir l'attelage soudé, alors que la mer politique se déchaîne un peu plus chaque jour. Or, au dire d'un des proches des organisations, l'affaire n'a rien d'une promenade de santé. Tout est flottant. On ne sait pas si les gens vont venir aux réunions. Personne n'arrive à se sortir du court terme, ce qui crée une incapacité à se projeter et parfois une impression d'amateurisme, raconte-t-il. Le cap est pas très clair, hein. Le cap est pas très clair, si vous voulez mon avis. Voilà. Il s'agit encore de ramener les communistes dans le projet, de s'entendre sur un programme commun, notamment sur l'épineuse question de l'âge de départ à la retraite. Non mais attends, je suis désolé, mais genre vraiment, hein, moi je suis pour la retraite à 62 ans, même 60 ans, il n'y a aucun souci. Je suis pour le tout sécurité sociale, élargir un maximum la sécurité sociale, c'est simple. Moi je suis communiste. Donc bon, dans l'attente du grand soir, si on peut augmenter les taux de prélèvement obligatoires et de dépenses publiques pour faire passer un maximum de choses dans la sécurité sociale et le mettre hors de l'économie de marché, moi je suis pour. Voilà. Donc vive la sécu et vive la retraite par répartition à tout jamais. Mais genre, pourquoi le seul putain de sujet à gauche, c'est tout le temps uniquement la retraite, quoi. Voilà. Si tu veux parler d'autres choses en rapport avec le travail, avec la sécurité sociale, avec les cotisations, avec notre modèle, c'est tout le temps l'âge de départ à la retraite. Voilà. C'est une variable d'ajustement. On ne fait que parler de ça tout le temps. On parle pas des conditions de travail, on parle pas du nombre d'heures travaillées, comment on se répartit les tâches, l'exploitation capitaliste, etc., etc. C'est en mode genre non, c'est uniquement l'âge de départ à la retraite. Et c'est important l'âge de départ à la retraite, c'est fédérateur, certes, mais c'est pas la seule question à gauche normalement. Je veux dire, si on a la semaine de 25 heures avec la retraite à 65 ans, je signe moi, c'est bon, ça va à la fin. On dirait que c'est le seul truc. C'est le seul truc. Je commence à en avoir marre de parler que de la retraite tout le temps, genre. Vraiment, ils ont que ça à la bouche, à tel point qu'il y a presque une fétichisation de ce fameux âge de départ à la retraite par la gauche. Ça, c'est un truc que je critique dans mon propre camp. Où certes, c'est une question importante, mais normalement, ça devient un totem, quoi. Ça devient un totem à tel point que le PS, bon après c'est le PS, hein, mais à tel point que le PS peut quand même se justifier du reste de la gauche en mode, mais regardez, on a eu une victoire, on a eu une suspension temporaire, un décalage temporaire de l'âge du départ à la retraite pour 2 générations, enfin pour des personnes nées en 2 années. Ils peuvent dire ça ils peuvent présenter ça comme une victoire, alors que c'est de la merde, c'est des miétasses. Pourquoi ils peuvent présenter ça comme une victoire? Parce que dans la gauche, et pas que au PS, hein, y compris ça va jusqu'à LFI, dans toute la gauche, y compris dans le mouvement social, y compris les syndicats, c'est un totem l'âge de départ à la retraite. Et je comprends pourquoi historiquement. Mais quand on ne parle que de ça, et que ça bouffe tous les autres débats sur le travail de manière générale, à un moment donné, ça casse les couilles. Moi, j'en ai marre. Voilà. Donc je voulais pousser ce petit coup de gueule. Je sais pas ce que vous en pensez. 25 heures, bientôt on va être dans le négatif, c'était une expérience de pensée. Et la semaine de 65 heures avec le départ à la retraite à 25 ans, ça peut être pas mal en vrai. Hein. Ça peut être bien. C'est quoi ça, France Travail qui veut un faux truc? Tu mets une fausse notification France Travail? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon bref. Ok, donc oui, l'épineuse question de l'âge de départ à la retraite. Je suis pas sûr que ce soit la seule question épineuse si on veut faire une primaire de toute la gauche. De s'accorder sur une stratégie alors que l'interminable séquence budgétaire n'a fait que creuser les désaccords, tout à fait. De régler les questions de financement, mais aussi et surtout de rendre crédible pour l'électorat de gauche le fait qu'une victoire est à portée de main. À moins de 260 jours du 11 octobre, c'est peut-être dire que tout reste à faire. Tout à fait, et j'ajouterais même, ça mène nulle part cette histoire, stop. De toute façon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, vous vraiment choisissez. Bon, je dis gauche, parce que voilà, on va repartir du cadre de ce qu'a été le NFP. On va dire qu'il y a 2 gauches. Il y a la vraie gauche, et la gauche de rupture, et la gauche centriste. Voilà, je vais le dire comme ça. Gauche centriste, c'est le PS et compagnie. T'as le centre-gauche, social-libéral, une gauche de gouvernement qui se veut responsable, qui est prêt à prendre chaque toute petite victoire qui t'a légitimé un pouvoir illégitime. Voilà, t'as cette gauche-là, représentée par le PS et Raphaël Glucksmann, dans le cadre de la présidentielle. De l'autre côté, t'as la gauche de rupture LFI. Voilà. Après, le PS n'est plus de gauche aujourd'hui. Oui, non, mais certes. Mais il y a ces 2 pôles-là dans ce que les gens appellent, à tort ou à raison, la gauche. Voilà. Donc normalement, choisissez votre camp, les unionistes. Voilà. Créez les conditions
de la victoire d'un de ces deux camps. Mais choisissez, parce que là, au bout d'un moment, tout ça est d'une naïveté confondante. Et surtout, tout ça mène nulle part. Voilà. En tout cas, si vous regardez ça en VOD sur YouTube, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors, je défends un peu trop Mediapart ou c'est les insoumis qui sont un peu trop chiants? L'union de la gauche, c'est vraiment naïf? Ou il y a une union possible, un chemin vers une union nécessaire? Quid de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'il est trop de scope ou jadiste? N'hésitez pas à le dire en commentaire et embrouillez-vous. Embrouillez-vous, ça fera pour l'algorithme, c'est très bien. Voilà. Bisous.